Bienvenue les gars dans la partie 2 des spoils complets du chapitre 1126 de One Piece. N'hésitez pas à aller regarder la partie 1 parce qu'on va traiter énormément d'informations qui sont en cohérence avec la première partie. Donc voilà, pour que vous soyez pas trop perdus. Ensuite, pour les gars qui veulent soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre votre petit like, le petit follow, le petit commentaire parce que voilà, ça nous aide pour le référencement et pour l'algorithme. Tabassez-moi ça au max parce que voilà, ça aide énormément la chaîne. Et sinon, vous avez accès à plein de contenus sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu, hein, on fait pas mal de trucs et très bientôt va y avoir une nouvelle théorie. Donc voilà les gars, je vous laisse sur ça, kiffez bien la vidéo, bon visionnage. Ok les gars, donc là c'est parti pour l'analyse. Il y a tellement de choses à dire que je sais pas par où commencer les gars. Je pense qu'on va commencer par les informations qu'on a déjà traitées, comme ça on va passer tout ça rapidement et on va passer à la suite. Donc premièrement, on va parler de l'équipage de Shanks et de Bartholoméo. Donc déjà, d'une part, on a quoi? On a un équipage grave balèze qui va détruire les petits de Luffy parce que voilà, ils ont cherché un peu la merde et tout et maintenant il va falloir payer l'affront fait il y a quelques temps maintenant. Et du coup, Bartholoméo, on voit que juste dans le chapitre que c'est l'homme le plus loyal qu'on ait jamais vu. Donc ça c'est une masterclass, en tout cas très content. Je pense que la scène va être poignante et ça va nous faire encore plus aimer Bartholoméo. Donc archi content. Et ensuite, on a quoi? On a Yasopp qui lui, contrairement à Shanks et Beckman qui sont plutôt tendres, plutôt gentils, plutôt prévenants et avenants avec les gens et surtout avec les membres qui sont du côté de Luffy. Là on a quoi? On a Yasopp qui s'en bat les steaks. Je crois que j'ai jamais vu Yasopp aussi badass de tout le manga. J'ai l'impression que c'est tout le contraire d'Usopp. Il est arrivé, il a dit le business c'est le business, bam, et il a explosé le navire alors que Shanks avait laissé Bartholoméo partir. Donc ça c'est une masterclass et du coup ça montre aussi que quand tu t'attaques à un Yonkou il y a aussi des répercussions, tu vois. Même si c'est un allié etc, il fallait dans tous les cas que Shanks montre qu'il faut pas s'attaquer à ce drapeau parce que si tu t'attaques à ce drapeau tu t'attaques à un Yonkou et tu mets en péril un petit peu toutes les personnes qui ont le drapeau avec toi. Donc si Shanks fait rien et du coup il va être considéré comme un moins que rien et s'il est considéré comme un moins que rien il y aura plus de respect sur sa tête et là le respect se fait ressentir et on est trop content que tout se passe comme prévu. Donc malgré le fait que Bartholoméo ait pris quand même une balle de Yasopp, on est quand même content que ce soit passé comme ça parce que ça montre aussi la puissance d'un empereur et les responsabilités d'un empereur. Donc voilà, on est partagé entre le côté responsabilité du côté des empereurs, mais on est partagé aussi du côté de Bartholoméo. Au fond, c'est pas quelqu'un de méchant, même s'il est un peu bête. Malheureusement, tout se paye dans la vie. Donc déjà, ça c'est une masterclass. Et ensuite, par rapport à la théorie que j'avais faite sur Yasopp, ça commence à se confirmer, on dirait, c'est le fait que Yasopp ait tiré une balle de fusil ou pistolet, je sais pas encore, on verra dans le chapitre demain, et qu'il a réussi à détruire un bateau. Donc ça montre aussi la puissance qui pourrait potentiellement venir du haki de l'armement, et que le Ryuo, il puisse revêtir sa balle du Ryuo pour attaquer directement un bateau et faire de dégâts monstres. Un petit peu à la Garp, mais à distance. Donc à voir si ça c'est possible ou pas dans One Piece, mais ce serait légendaire. Ce serait vraiment légendaire. Ensuite, on a, donc ça c'était pour le côté Shanks, etc., etc. Maintenant, on va passer à la partie Barbe Noire. Donc Barbe Noire, donc là, oh là là, ça va retourner Internet. Je crois que ça a déjà commencé, là j'ai vu un peu, mais les gens sont pas prêts. Oh là 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 là, ça je sais que ça va faire parler. Donc là, on a du coup Barbe Noire qui, entre guillemets, organise une réunion où justement il va se réunir avec tous ses membres d'équipage et qui vont débriefer de tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Monde dernièrement. Donc déjà, on a quoi? On a du coup Katarina Devon qui a ramené Caribou qui connaît l'emplacement de 2 armes antiques. Donc déjà ça, Barbe Noire il va être croque de ouf. Franchement au niveau information, au niveau efficacité, je pense que personne ne peut faire mieux. Ça c'est pour le côté Caribou. Ensuite on a Kuzan qui a ramené Pudding. Donc là maintenant ils ont un moyen de lire les poneglyphes. Donc voilà, ça les met un petit peu à égalité avec Luffy. Donc ça aussi c'est une masterclass. Et en dernier on a du coup Barbe Noire qui lui est logiquement a déjà les 3 poneglyphes de l'eau. Je sais pas s'il a réussi à vraiment les prendre ou pas, ou s'il a tout détruit et que tout est tombé dans l'eau. On verra, mais c'est encore possible. J'ai hâte de voir ce qui pourrait se passer par rapport à tout ça. Et la dernière information ultra importante, l'information qui va justement faire parler à mort, c'est le fait que Titch a dit une phrase, et cette phrase elle est colossale. Parce que c'est pas n'importe qui le dit, c'est un Yonkou. Il va dire un travail bien fait Kuzan, je ne vois personne d'autre qui aurait pu l'avoir. Et là en plus la manière de prendre ce ton, cette phrase, etc. montre un petit peu la manière dont Titch dans sa tête fait le classement. Tu vois, nous on a nos classements dans nos têtes. Titch il a son classement dans sa tête, et dans la tête de Titch, Kuzan il est au-dessus de Shiryu, il est même au-dessus de toutes les personnes qu'il connaît, et ça c'est
c'est monstre. Je pense qu'il parlait au moins de l'île. En tout cas, sur l'île de la ruche, personne n'aurait pu être capable de remplir cette mission comme Kuzan a réussi à le faire. Et ça, c'est une masterclass. Ça, c'est une masterclass. Parce que ça montre un petit peu soit ce que pense Oda, ou soit ce que Oda veut faire croire. Donc là, si on prend juste le power scaling, ça met Kuzan devant Shiryu, et ça met même Garp devant Shiryu. C'est-à-dire que Shiryu, Yonko 1, est en dessous de Garp, qui doit être potentiellement au même level que Rayleigh, et Kuzan doit être à peu près du même level, logiquement, d'après la phrase. Après, comme je l'ai dit, je préfère pas m'avancer pour l'instant, j'attends d'avoir la phrase officielle. Parce que après c'est mon dos, les gars. Donc on va essayer de faire les choses correctement. Du coup, pour récapituler, pourquoi je mettrais Garp au même niveau que Rayleigh? Parce que voilà, on a vu déjà les prestations. Rayleigh, je pense que c'est la seule personne où tout le monde est d'accord pour dire qu'il est à peu près intermédiaire. Je pense qu'il y a personne qui pense en dessous, et soit il est d'un level égal à un amiral, ou soit il est intermédiaire. Potentiellement Yonko 1, mais bon, rares sont les personnes qui pensent ça. Donc déjà, juste au niveau du jugement global, les gens le mettent à peu près intermédiaire, ou à peu près level amiral. Et le délire, c'est que le level amiral, on sait pas trop où il se situe. Pourquoi? Parce que là, on voit clairement quoi? On voit qu'il y a un mec qui vient de dire que un amiral est plus fort qu'un Yonko 1. Donc déjà, le level d'amiral devient tout d'un coup flou, vraiment très très flou. Et en plus de ça, on a Garp qui est là, on savait même pas son level vraiment vu qu'il est vieux et tout, hein, c'est pas le Garp Prime non plus. Et lui, il a été mis vraiment aussi très très haut, étant donné que sans Kuzan, personne n'aurait pu avoir Garp. Donc potentiellement, pour rassurer un petit peu les fans, je vais donner des contre-arguments, comme ça on va contrebalancer la balance. Je pense qu'il y a aussi le fait de connaître l'adversaire. Donc vu que Kuzan était la personne la plus proche de Garp potentiellement, que c'est ce qui va, entre guillemets, équilibrer la balance. Et qui fait que c'est ce qui a permis à Kuzan de battre Garp. Peut-être qu'il fallait le connaître en détail. Moi, c'est pas du tout ce que je crois, mais ça peut être un contre-argument qui est recevable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est aussi que Teach, quand il dit ça, il a pas les circonstances du combat. C'est-à-dire que potentiellement, si Kuzan a réussi à battre Garp et qu'il met Kuzan au-dessus de Shiryu, c'est parce qu'il sait pas que derrière Shiryu l'a pris en traite, etc., etc. Mais ça change rien à Garp. Là, c'est juste pour situer Aokiji. Parce que Garp, dans tous les cas, il est considéré par Teach comme une masterclass totale. Comme un mec quasiment impossible à battre, à part si c'est lui-même qui l'abat, tu vois. Et du coup, soit c'est Aokiji qui est mis en avant, si on prend le sens de la phrase, et du coup qui est plus fort que Shiryu, soit potentiellement c'est les circonstances de combat qui ont permis à Kuzan de battre Garp, et le fait que Shiryu l'ait aidé y est aussi pour beaucoup. Mais dans tous les cas, le résultat final est le même, parce que dans la tête de Teach, Kuzan est plus fort que Shiryu, et Garp est plus fort que Kuzan et que Shiryu. Dans la tête de Teach, on peut dire que Kuzan et Garp ça se tape un peu, et qu'il voyait personne le battre à part lui. On peut dire ça comme ça, grossièrement. Mais voilà, pour le power scaling, ça je vous ai dit les gars, ça va être colossal. J'ai trop hâte de voir ce que les gens ils vont dire, parce que je crois qu'on va m'attraper, mais les gars, je fais canaliser, Et en plus de ça, là, tout ce qui est dit dans le chapitre, c'est des choses que j'avais déjà dit il y a très longtemps, hein, des années en arrière. Gars Padré en est témoin, potentiellement Lodger aussi en est témoin. Donc en vrai, les gars, à voir, on va voir ça ensemble, mais pour moi, c'est clair, net et précis. Je pense qu'on a eu des infos, et voilà, hein, je vais pas aller à contre-courant alors que les infos sont sous mon nez. Je prends, on attend de voir. On verra tout ça pendant le chapitre. Donc let's go, troisième partie et dernière partie de l'analyse. Là, c'est très très simple, c'est le côté Elbaf. Donc déjà, nous, on avait théorisé sur le côté Elbaf. Je vous avais dit que Elbaf, il pourrait y avoir le Ragnarok, il pourrait aussi y avoir toutes les inspirations du côté mythique au niveau des dieux de la mythologie nordique. Il pourrait y avoir aussi des royaumes qui vivent là-bas et qui sont tous des royaumes inspirés de la mythologie nordique. Hein. Je pensais par exemple au royaume des nains, avec Milépine qui fait partie de l'équipage de Roger et qui a vraiment la carrure d'un nain dans le Seigneur des Anneaux. On a aussi potentiellement les géants qui, eux, sont dans la mythologie nordique. On a potentiellement les dieux, on a potentiellement les elfes, on a potentiellement plein d'autres peuples qui pourraient faire partie de ce folklore. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que pour comprendre Elbaf, je pense que simplement il faut prendre le Seigneur des Anneaux, tu prends God of War Ragnarok, tu prends aussi un petit peu tout ce qui est fable, conte de fées, Jack le haricot magique et tout. Tu prends aussi la mythologie nordique, tout ce qui est mythe viking, etc. Donc avec Bjorn, etc., etc. Tu mets tout ça là dans un shaker, tu secoues bien et t'obtiens un soupçon de ce que pourrait être Elbaf. Donc voilà, moi je le vois comme ça pour l'instant. Et en plus de ça, les informations qui ont été données dans le chapitre me confortent dans cette idée, parce que je vous avais dit qu'il y aurait ce côté féerique, ce côté fable. On a déjà vu Oda prendre inspiration sur les Looney Tunes. Ça ne m'étonnerait pas du tout, les gars, mais vraiment pas du tout, qu'ils s'inspirent des fables, des contes de fées, de, comme je
vous l'ai dit, Jackal haricot magique. Donc là, on a clairement quelque chose qui se rapproche de ça. Pourquoi? Parce qu'on a une espèce de château, une pièce qui est faite de Lego. Et du coup, ça me fait penser à ce côté féerique, un petit peu enfantin, etc. Et de l'autre côté, on a aussi Nami qui est en viking, donc habillé en viking. Donc, il y avait une potentielle chance que les Mugiwara se soient égarés, emportés sur une autre île et qu'au final, Elbaf soit pas tout de suite. Mais là, tout me conforte dans l'idée que on va bel et bien à Elbaf. Et si vous n'avez pas vu ma théorie que j'ai faite dans la précédente vidéo, et ben tout simplement, j'ai théorisé que le groupe de Nami et le groupe de Lilith, etc., des géants d'Elbaf, pourraient être séparés et chacun pourrait accoster à deux endroits différents d'Elbaf et qu'on aurait deux choses différentes au niveau de la narration. On aurait d'un côté le côté château d'Elbaf avec Loki, etc., etc., Luffy, Nami, etc., qui puissent évoluer un petit peu dans le château de Loki, etc. Et on aurait de l'autre côté, tout simplement, les géants d'Elbaf qui arrivent au village d'Elbaf, donc le village où était Shanks, qui puissent voir certaines choses, etc., etc. Donc voilà les gars, vous savez un petit peu ce que je pense par rapport à toutes ces théories, etc., etc. Mais j'ai hâte de voir ce qui pourrait se passer. Donc voilà, je fais une petite pause parce que je vois, wesh, il y a trop de gens dans le chat, wesh les gars. One Piece c'est pour les gars. One Piece, c'est... Ok. Vous êtes des enfants. C'est qui les gamins là à faire ça? C'est pas One Piece, c'est pour les gamins. C'est vous les gamins, wesh. Ok. Donc on reprend la petite analyse. On s'arrêtera là pour ce live. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire. Et on fera tout ça demain dans le chapitre parce que j'ai énormément de théories, etc. Donc je préfère les taffer avant et avoir aussi les images devant moi pour pouvoir confirmer. Parce que là, le power scaling autour de Aokiji, là, là je pense on va être bien. On va être bien, les gars. Donc voilà, pour terminer, merci les gars, ça fait plaisir. N'hésitez pas les gars, n'hésitez pas. Ok, donc on va terminer l'analyse. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe les gars? Wesh, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez les gars, parce que là, gros, je vois ça bouge dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? 60... Quoi? 60... Mais wesh. Mais quel pas. Gros, 76 follow. Mais wesh, je suis failli quoi. Je crois qu'il y avait un bug, hein. Chez moi, je suis explosé. Mais je sais pas qui envoie de la force comme ça là. En tout cas, merci les gars, merci encore, vous êtes les meilleurs. Ouais, je vais péter mon crâne. Ok, on va terminer vite fait ça, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Ok, donc on parlait de niveau de lecture, on parlait de résumé, on parlait de pas mal de choses au niveau des informations. Donc très rapidement, on a le côté Shanks. Si on voit des gens absents sur l'équipage de Shanks, on pourrait se dire mais il est où? Ça se trouve il est resté à Elbaf exactement comme dans l'équipage de Barbe Noire parce que voilà, ils faisaient chacun leur vie, chacun leur mission, etc. Et en plus, tout ça marchait plutôt pas mal. Ensuite, on a par exemple autour de Barbe Noire justement parce que voilà, il nous a donné des informations cruciales sur le power scaling. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Il y a eu par exemple côté Kuzan, pas mal de choses qui tournent autour de la puissance et aussi du power scaling. Hein. Je pense surtout pour moi là, on peut jauger dès à présent le level de Garp, on peut jauger le level de Kuzan, on peut jauger même Rayleigh, on pourrait l'ajouter. Et le level forcément de Shilou, je l'ai pas dit, mais lui c'était logique. Donc voilà, on pourrait classer tous ces personnages et ça me rend fou. Juste de penser à ça, ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Donc voilà en tout cas pour Barbe Noire et à la fin, comme j'étais en train de le dire, le côté féerique d'Elbaf pourrait être légendaire. Ça pourrait être vraiment fou. J'ai tellement hâte parce que voilà, tout ce qui est féerique, tout ce qui est château, tout ce qui est viking, mythologie, races différentes, les nains, les elfes, potentiellement les géants, les dieux Az, les vannes aussi, il y a les dieux vannes. Hein. Donc tout ça mélangé à Elbaf, ça pourrait être extraordinaire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les informations qu'on a abordées dans ce chapitre. Moi, je vais arrêter le live là. J'avais dit moins d'1 heure et on est déjà à 1 heure. De toute façon, je reviens demain pour la suite des chapitres. Merci à toutes les personnes qu'on follow. Vous êtes cinglés, je comprends pas. Je sais même pas si c'est réel, frère. Donc voilà. Ensuite, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, faites comme tous les... Wesh, mais regardez. Gros, l'animation est en train de bugger. Wesh, depuis tout à l'heure, elle revient, elle repart, elle revient parce qu'il y a trop de monde. Donc voilà. Si jamais vous voulez soutenir, n'hésitez pas à faire comme eux. Il y a pas mal de choses qu'on prévoit sur la chaîne. On a Glow Up, tout ce qui est montage, vidéo, tout ce qui s'ensuit. Donc j'espère que ça vous plaît. Hein. Je travaille dur de ouf. Donc merci beaucoup à ceux qui le font et à ceux qui l'ont déjà fait parce que je vous vois les gars sur YouTube encore énormément de messages, énormément de commentaires. Comme je l'ai déjà dit, je réponds à tous les commentaires juste pour me dire, pour me soutenir et tout, je vous réponds direct. Mais les commentaires, tout ce qui est théorique, qui veulent discuter du chapitre et tout, je fais des vidéos, mais quand il n'y a pas de chapitre, je fais des vidéos exprès pour pouvoir dialoguer avec vous. Je prends vos commentaires, je les lis en entier, je les analyse de fond en comble, comme ça on peut dialoguer assez facilement comme ça. Donc voilà. Et il y a le Discord, le Twitter, n'hésitez pas à follow tout ce qu'il y a les gars, mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Donc je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais merci, hein, merci les gars, merci beaucoup. Donc voilà, n'oubliez pas les gars, comme d'habitude, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très très bientôt.